sommes le mardi 16 février, bienvenue dans les Grandes Gueules Moyen-Orient, une heure de débat et d'opinion entre Paris et Tel Aviv, voici le sommaire. C'est l'image du jour, le 4 millionième Israélien vacciné contre le Covid-19. Entouré évidemment du Premier ministre israélien, du ministre de la Santé. Mais derrière les images, il y a une campagne de vaccination qui se poursuit de plus belle. Et une question, face au regain des contaminations chez les plus jeunes, faut-il aussi vacciner les moins de 16 ans? Le gouvernement israélien y pense. Nous vous avons posé la question sur Twitter et l'on en débattra avec nos grandes gueules. En France, la loi sur les séparatismes adoptée à l'Assemblée en première lecture, un texte qui évite les mots qui fâchent. Au même moment, le gouvernement lance la procédure de dissolution du groupuscule Génération Identitaire. Alors, mission accomplie ou va-t-on rater une bonne occasion de réunir à néant le séparatisme? Ce sera notre grand débat des GGMO. Et puis nous vous parlons hier de cet hommage polémique à Ilan Halimi organisé par l'extrême gauche dimanche dans le 12e à Paris. Les organisateurs défendent un événement consensuel. La preuve, disent-ils, le fils de Mireille Knoll y était. Que faisait-il dans cet hommage où l'on mêlait, je vous rappelle, la mémoire d'Ilan Halimi à celle d'Adama Traoré? A-t-il été dupé? Il nous répondra en fin d'émission. Et bonsoir à tous, bonsoir Noémie Aliwa, bonsoir à nos grandes gueules de ce mardi, Jonathan Simon-Selem, conseiller en stratégie politique, bienvenue dans nos grandes gueules, Stéphane Blajman, bonsoir, bonsoir Benjamin, fondateur et directeur de l'Occitane en Israël. Je salue également nos grandes gueules parisiennes et un nouveau venu, bonsoir Georges-Marc Benamou, bienvenue dans nos grandes gueules Moyen-Orient, écrivain, producteur, vous êtes d'ailleurs derrière cette mini-série Les Aventures du jeune Voltaire, magnifique série qui s'est achevée hier soir sur France 2, mais que l'on peut encore voir sur les plateformes. Et je salue également Jean Messia, président de l'Institut Apollo, également avec nous ce soir. Bonsoir mon cher Jean. Voilà, le décor implanté. Alors voici maintenant la une. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, qui va vous étonner, puisqu'on va parler de Covid. 4 millions de vaccinés en Israël, en tout cas pour la première dose. Un chiffre dont Israël est fier, un chiffre qui permet à partir de dimanche de sortir le pays d'une paralysie qui aura duré presque un an. Mais ce n'est pas suffisant. Face à la recrudescence de cas chez les jeunes, la violence des variants, une idée est sur la table, vacciner aussi les moins de 16 ans, Noémie Aliwa. Exactement, parce qu'Israël assiste à une augmentation des infections chez les enfants âgés de 6 à 9 ans. Et donc actuellement, une trentaine d'enfants ont été hospitalisés en raison des complications liées au Covid, dont 3 se trouvant dans un état grave et 1 dans un état critique. Et c'est ce qui explique bien le fait que Nachman H, le coordinateur en charge de la gestion de l'épidémie, a affirmé que le pays commencera à vacciner les enfants à partir de 6 ans d'ici quelques mois. L'autre raison de cette volonté de vacciner les enfants, H l'a expliqué ce matin lors d'une interview à la radio Cannes Réchet Bet. Pour lui, je cite, la vaccination des enfants est très importante si nous voulons parvenir à une immunité collective. Israël attend encore les résultats des recherches des laboratoires qui montrent lorsque cela sera sûr et sans danger, car toutes les catégories d'âge ne réagissent pas de la même façon face au vaccin. Ce qu'il faut noter, c'est que l'idée ne fait pas forcément l'unanimité au sein de la société israélienne. La question divise encore beaucoup la population. Selon un sondage qui a été mené par l'Institut de recherche Ruchinek pour la chaîne 13, 41% des parents ont l'intention de vacciner leurs enfants, 30% n'ont pas encore décidé et 29% refusent de le faire pour l'heure. Et nous avons aussi posé la question sur Twitter et Instagram. Dans quelques minutes, on verra aussi vos résultats à vous. Mais puisque nous avons des parents, jeunes parents ou parents plus âgés sur ce plateau, je vais vous poser la question, Stéphane Blajman, parce que là, on touche quand même à un seuil psychologique très particulier. Vacciner vos enfants, vous y êtes prêts ? Écoutez, déjà, personnellement, je suis profane, je ne suis pas spécialiste en épidémiologie. Mais à partir du moment où on va nous assurer qu'effectivement, il n'y a pas de danger. Moi, personnellement, quand j'étais tout petit, j'ai été vacciné. Je pense que je ne suis pas le seul. Mes enfants, quand ils étaient petits, ils ont été vaccinés. Quand je suis rentré à l'armée, j'ai été vacciné. Donc, la vaccination ne me fait pas peur. Donc, je ne vois absolument pas pourquoi je ne ferais pas vacciner mes enfants, même si aujourd'hui, ils ont passé cet âge-là. Ouais. Jonathan Simon-Selem, j'ai 2 enfants. Un enfant de 2 ans. 7 ans et 10 ans. Non, 2 ans, non. 7 ans, 10 ans, pardon. Oui. 7 ans et 10 ans. C'est l'âge. Et c'est l'âge, ils sont en plein dedans, puisqu'on parle d'une vaccination à partir de 6 ans. Et j'étais parmi les premiers, les plus excités à me faire vacciner, moi, en Israël. Et donc, j'ai couru d'ailleurs pour moi-même le jour où j'ai pu me faire vacciner. Mes parents se sont fait vacciner, donc tout le monde est bon. Et là, on me dit à partir de 6 ans.
Et là, je me dis non, quand même pas. Je sais pas si je suis prêt. Moi, j'ai pris le risque pour moi, même sans cette fameuse vision à long terme. Est-ce qu'il y aura des effets secondaires dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais pas ce qui se passera. Moi, j'ai pris vraiment le risque pour moi. Pour mes enfants, honnêtement, je doute. Une fois encore, comme l'a dit Stéphane, et très honnêtement, si les médecins peuvent nous assurer qu'il n'y a aucun effet à long terme, ou aucun effet secondaire comme pour ma propre vaccination, il n'y a eu aucun effet secondaire. Donc, j'ai pas peur de ça dans l'immédiat. Mais c'est vrai que 6 ans, je trouve ça extrêmement jeune, d'autant plus que les enfants dit quand même le patron de la vaccination du Magen David Adom, sur le plan épidémiologique, nous ne pouvons pas obtenir l'immunité collective sans vacciner les enfants. Oui, mais bon, ça veut dire au fond, c'est un plan de masse, les Israéliens, en même temps, on les qui connaît. est en train d'être lancé. Ils parlent de plus en plus au début, ils disent faites-vous vacciner, vous pourrez voyager. Maintenant, on dit même si vous êtes vacciné, vous revenez, on vous mettra quand même en isolement dans un hôtel. Après, ils nous disent bon, les enfants 6-10 ans, ils transmettent pas le virus. Aujourd'hui, ils disent maintenant, il faut absolument que les enfants 6 à 10 ans. Donc, on voit bien qu'ils avancent petit à petit. Et le problème, c'est que, honnêtement, pour les 6 à 10 ans, alors, le docteur H donne un autre exemple, il dit, bon, les enfants de 6 à 10 ans, on s'entraîne aujourd'hui à ce que demain, il y ait 100 enfants qui tombent malades et qui soient hospitalisés par semaine. On n'en est pas là non plus. C'est-à-dire que si demain, il y a 100 enfants qui, par jour, sont hospitalisés... Non, mais on sait que le variant, aujourd'hui, cause des dégâts beaucoup plus sévères chez les enfants que chez les adultes. C'est-à-dire le premier plan, absolument. où vous disait, attendez, c'est les plus de 50 ans la priorité. Ça n'est plus la priorité aujourd'hui. Ça reste des cas relativement rares, les enfants. À ma connaissance, encore une fois, je suis ni On est profane, mais c'est les autorités Exactement. médicales qui doivent donner leur accord. Ouais. Ce n'est Non, pas le c'est vrai. gouvernement. Maintenant, C'est les c'est vrai. autorités Non, mais médicales il qui faut doivent aussi nous calculer rassurer. le bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'est-ce que les enfants véritablement risquent. Et on a parlé de 30 enfants actuellement en Israël, c'est extrêmement peu. Est-ce que ça nécessite de vacciner tous les enfants Exactement. pour Et vous savez, prendre la Parce que décision c'est pour un soi, plan c'est massif de important. 2 millions d'Israéliens qui sont concernés. On vous a posé la question sur Twitter et Instagram. Alors voyons justement les résultats du jour. Vous avez été très nombreux à participer à notre question du jour. Est-ce que vous êtes prêts à faire vacciner vos enfants? Eh bien, regardez ensemble les résultats. À une majorité, 65%, vous nous dites non, il ne faut pas vacciner les enfants dès l'âge de 6 ans. Oui, 35%, on est à un tiers, 2 tiers à peu près. Hein. Prendre la décision pour soi, c'est facile, on sait ce qu'on veut plus ou moins. Prendre la décision pour ses parents en EHPAD, on peut le faire aussi, même si on sait que les parents, les effets secondaires dans 10 ans, quand un père à 90 ans, on n'est pas sûr de... Bon, pour les enfants, ils ont toute leur vie devant eux, et Vous l'engagement... anticipez des possibles répercussions sur le long terme. Exactement. C'est quand même très grave. On vaccine bien les bébés. Oui, mais avec le vaccin de la un vaccin polio, plus connu, qui a des le années vaccin du tétanos, on a une vision à long terme là-dessus. Oui, mais aujourd'hui, les techniques de vaccination sont différentes. Oui, mais j'ai Et je pas pense peur que les de ça. laboratoires, à un moment donné, il faut essayer de leur faire confiance quand même. Non, mais je suis d'accord, d'autant plus que, en l'occurrence... Ah, que vous ce êtes d'accord, ça c'est bien. Non, On que va ce entendre soit- Paris, qu'on n'a pas entendu encore. Georges-Marc Benamou, vous n'avez pas le luxe en France de choisir est-ce qu'il faut ou pas vacciner les moins de 16 ans, parce que pour l'instant, on n'a même pas fini avec la vaccination des adultes. Alors je vais vous poser la question différemment. Au fond, en France, est-ce qu'on n'est pas en train de se résigner à vivre avec le virus et de ne plus adopter une politique comme ici en Israël où on cherche à éradiquer le virus? Bah, ça, vous avez raison. Le débat sur les enfants, c'est un débat de luxe que la France ne peut pas se permettre. Oui, chacun a les débats en fonction de ses capacités. Au fond, il y a beaucoup d'hypocrisie, de mensonges, etc. Mais la réalité, c'est les vaccins disponibles, les masques disponibles, la logistique disponible, etc. Donc, sur la question des enfants, moi, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a autant de prudence, voire de paranoïa, voire de traces de complotisme en Israël qu'en France. Moi, je suis étonné par les arguments. S'il y a un consensus scientifique, enfin, moi, je suis père, mon fils n'a pas 6 ans, bien sûr, mais s'il y a un consensus scientifique, si on est d'accord sur l'absence d'effets secondaires, si le médecin généraliste est d'accord, etc., je pense qu'il faut aller dans le sens à la fois de l'intérêt général et de la protection de l'enfance, donc de la vaccination. Georges-Marc Benamou, Les arguments, voilà. c'était pas c'est du pas tout à vous en France que je vais apprendre la défiance. Oui, mais je regrette, je vois qu'elle est partagée dans le monde entier, y compris en Israël, qui est la grande terre de la vaccination. Il n'y a pas mieux, a priori, que la vaccination. Il n'y a pas de complot mondial, il n'y a pas de choses mais ça, cachées. c'est Je crois évident, qu'on je arrive crois qu'il y a personne autour à de la des table qui moments dit ça, d'ailleurs. où on oblige les labos pharmaceutiques à une certaine transparence et qu'il faut être dans la rationalité. Principe de précaution, oui. Paranoïa généralisée, voire sentiment complotiste, non. Jean Messia,
Vous non plus, vous ne pouvez pas choisir pour l'instant pour les enfants de votre entourage. Est-ce qu'aujourd'hui, vivre avec le virus, ce qui va sans doute arriver en France, puisqu'il n'y aura pas de vaccination avant l'été pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas une abdication finalement ? Bah écoutez, moi il se trouve que j'ai des enfants alors, de 6 à 15 ans pour le coup, donc je suis en plein dedans. Plusieurs remarques. D'abord, attendre un consensus ou un monolithisme scientifique pour aller de l'avant, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que cette épidémie a éclaté, la science a été tout sauf consensuelle. Et d'ailleurs, la communication gouvernementale en France s'est faite l'écho de toutes les contradictions qu'il y avait sur les masques, sur les tests, voire maintenant sur les vaccins. Donc déjà, je pense que la décision, elle est in fine politique. La deuxième chose, c'est une question que je pose. Enfin, ces enfants, c'est pas des orphelins. Ces enfants, ils ont des parents, non ? Donc si les parents sont vaccinés, je vois pas très bien pour quelles raisons on vaccinerait les enfants, sauf si effectivement il y a un risque avéré particulier sur les enfants. Jusqu'à présent, je dirais la voie de la science, c'était que les enfants étaient un public beaucoup moins vulnérable au virus que le reste des publics. En tout cas, c'est une classe d'âge qui est pour l'instant assez immunisée. Donc tant que les parents sont vaccinés, je ne vois pas trop pour quelles raisons on vaccinerait les enfants, sauf évidemment si les enfants souffrent d'autres maladies, d'obésité, de comorbidité, comme on dit, de diabète, etc. Là, effectivement, il faudrait les vacciner. Mais je crois que le débat fondamental pour sortir de ça, outre le fait qu'il faut vacciner d'abord toutes les classes d'âge qui sont prioritairement concernées, c'est de vivre avec les gestes barrières et d'ouvrir tout de suite en respectant scrupuleusement les gestes barrières, parce que... Mais ouvrir quoi ? Vous n'avez pas fermé grand-chose en France. Ad vitam aeternam sous cloche. Par rapport à ce que si, nous, on a vécu en Israël avec le confinement total, vous êtes avec un petit couvre-feu, pardonnez-moi. Pour répondre à votre question, pour pouvoir vivre un jour sans le virus, pour l'éradiquer, parce qu'après tout, c'est quand même un objectif de vie. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec Jean Messia. Je pense que pour atteindre à la fois l'intérêt collectif, l'intérêt général, c'est-à-dire l'immunité, ce seuil d'immunité qui est nécessaire, il faut vacciner les enfants, et puis les protéger, et en cesser, par-delà les principes de précaution nécessaires, en finir avec cette ambiance de sorcellerie et de complot autour de choses qui sont là pour sauver des vies, et les grands scientifiques sont là pour le dire. Il y a en tout cas un consensus sur la vaccination. Il y a peut-être une guerre des médecins un peu molièresque. Là, je partage l'avis de Jean Messia. Mais pour l'essentiel, sur les fondamentaux comme la vaccination, il y a un véritable consensus, et heureusement. Pardon Jean-Marc, mais le discours politique de ces derniers mois n'a pas forcément milité en faveur d'une confiance généralisée. Puisque nous avons eu quand même des va, des viens, des allées, des retours, quand ce n'est pas des mensonges éhontés sur les masques, par exemple, tous ces mensonges... Oui, mais justement, alors dans ce cas-là, on ne peut pas s'étonner, si vous voulez, que les populations soient un peu défiantes et jeter le mot de complotisme à tort et à travers quand les gens se posent des questions. C'est simplement des questions, et on les pose ce soir. Les laboratoires... Stéphane Blachman. Et on est là aussi pour y répondre. Il y a une relative transparence quand même sur les résultats, sur les effets secondaires, etc. Mais moi, je suis d'accord avec vous, simplement. Que la méfiance de l'opinion israélienne. Mais simplement, quand on parle d'éradiquer le vaccin, d'éradiquer la maladie... Stéphane Blachman, et je vous redonne la parole, Georges Marc. Quand on parle d'éradiquer aujourd'hui, moi, j'y crois pas du tout. Alors, je suis vacciné, je suis pour la vaccination. Je pense qu'on va devoir apprendre, on va devoir vivre avec le coronavirus, et on devra certainement se faire vacciner tous les ans, puisqu'aujourd'hui en Israël, vous êtes vacciné, mais on va vous donner ce qu'on appelle le passeport vert, mais il est valable que pour 6 mois. Donc très sérieusement, on pense qu'on devra se vacciner tous les ans, et on va certainement devoir apprendre à vivre comme on a appris à vivre avec la grippe. Oui, avec la grippe saisonnière. Vacciner tous les ans, ça va être compliqué. Regardez quand même les chiffres en Israël, parce que c'est très intéressant. Voilà, avec la grippe, on vit tout à fait normalement avec. Hein. Oui, mais il y a un vaccin tous les ans. Regardez l'état des lieux ce soir en Israël, parce que c'est vrai que c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui. On vous a dit en ouverture de cette émission, les 2/3 des Israéliens éligibles ont reçu au moins une dose à ce jour. Dans le détail, ça veut dire que 4 millions d'Israéliens ont reçu la première dose, 2,5 millions ont reçu les 2 doses. Je rappelle qu'il y a 9 millions d'habitants en Israël. 1,9 million d'habitants éligibles n'ont pas encore reçu l'une ou l'autre des doses, dont 570 000 de plus de 50 ans.
qui, je vous rappelle, était la cible principale, juste ici, de cette campagne de vaccination. Enfin, 3 millions d'Israéliens ne sont pas éligibles pour être vaccinés, notamment les moins de 16 ans, pour l'instant, qui sont dans ce chiffre-là, ou encore les personnes qui sont rétablies du Covid-19, entre autres raisons. Une réaction, Jean-Sébastien, Jonathan Simon Selem, et on va avancer. Non, mais c'est juste pour dire, en effet, je pense pas qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec un virus éradiqué. Il est impossible, à mon avis, d'éradiquer le virus, surtout qu'il va évoluer de la sorte. Mais il va falloir apprendre à vivre avec. Jean Messia a très bien dit qu'on a appris à vivre avec la grippe. Maintenant, c'est pas une mauvaise grippe, le virus. Quand ça vous attrape, pour le coup, c'est beaucoup plus grave. Maintenant, c'est vrai que tous les cas, toutes les personnes qui sont contaminées ne sont pas malades non plus, et c'est loin d'être, très loin même d'être la majorité des cas. Alors, avec ou sans virus, il y a une question pressante qui demeure de part et d'autre de la Méditerranée. Chez nous, ici à Jaffa, chez vous également à Paris, c'est de savoir qui va payer au fond la facture. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier. Bonsoir Benjamin. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice de la fondation IFRAP. La France peut-elle tenir encore longtemps? C'est le titre de votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel. Dette, compte public, impôts, chômage, tout y passe. Vous estimez que les limites de l'endettement sont dépassées. 1 milliard par jour ont été empruntés en 2020 par la France, rappelez-vous. Alors ça ne peut plus durer. C'est facile à dire, Agnès Verdier-Molinier, mais c'est facile à faire quand des millions de Français sont sur le carreau et que l'État a peut-être un devoir quasi moral de les aider? Alors, c'est peut-être pas facile à faire, mais ça va devenir absolument incontournable. Pourquoi? Parce que on a accumulé de la dette pendant toutes ces années et en plus on rajoute de la dette Covid avec des niveaux de financement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 1 milliard d'euros par jour qui a été emprunté en 2020. C'est gigantesque. En 2021, on va être pas loin de ces chiffres-là aussi. Et il faut se dire que les taux bas tels qu'on les connaît aujourd'hui, on dit que ça va durer, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Donc la réalité, c'est qu'il va falloir nous-mêmes prévoir un plan pour après le quoi qu'il en coûte. Évidemment, on ne peut pas fermer les robinets tout de suite, maintenant, en 2021, mais je propose dans mon livre que dès 2022-2023, on ait un vrai plan pour faire stabiliser la dette, déjà d'une part, et déjà ce ne sera pas facile, et ensuite la faire baisser petit à petit pour atteindre 100% du PIB à l'horizon 2027-2030. Parce que sinon, qui va payer la facture? Le problème, c'est que c'est nous. La dette qui est contractée aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup disent, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas décider de ne pas la rembourser. Parce qu'imaginez que demain, quelqu'un arrive au pouvoir en France et dise « on s'en fiche, on ne rembourse pas ». Le déficit annuel de la France, il faut bien le financer. À la grecque, vous voulez dire? C'est environ 150 milliards d'euros le déficit de la France pour 2021. On sera encore dans des niveaux très importants en 2022. Donc, celui qui dit qu'il ne va pas rembourser, il va devoir financer le déficit, soit par des économies tout d'un coup, soit par des impôts supplémentaires. Et là, ce sera un matraquage fiscal pour les Français. Donc, il faut absolument que le gouvernement nous dise comment on va passer l'étape suivante. C'est pour ça que j'appelle à un plan de désendettement qui soit cohérent, chiffré et qui soit donné sur la période 2022-2027 pour qu'on y voit très clair sur comment on peut s'en sortir tous ensemble. C'est possible, je pense, mais à condition de bien anticiper ce mur de la dette dans lequel on va. Alors Agnès Verdier-Molinier, je vous remercie d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Ce que je vous propose, c'est d'entendre les réactions de nos Grandes Gueules. À mes côtés, nous avons un chef d'entreprise, Stéphane Blajman, l'Occitane en Israël. Vous êtes citoyen, vous êtes donc aussi chef d'entreprise. Est-ce que vous avez la même analyse sur cette dette qu'on va payer longtemps et la manière de la résorber aussi? Non, parce que d'abord, vous parlez de la France, mais enfin, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe qui est concernée. Et quand c'est toute l'Europe qui est concernée, on ne peut pas réfléchir de la même façon. Moi, je pense très sérieusement qu'une grosse partie de cette dette va être effacée. Il n'y aura pas le choix. On va effacer une partie de cette dette parce que c'est quelque chose qui touche toute l'Europe, qui touche même tout le monde. Mais enfin, nous, on parle surtout de l'Europe puisque cet argent, il vient de là-bas. Donc, on va devoir effacer une partie de cette dette et effectivement, on va avoir des années très difficiles. Il va falloir se serrer la ceinture et les gouvernements vont devoir faire des plans d'économie. Ça, c'est clair. Mais une partie de la dette va devoir être effacée. On n'aura pas le choix. Alors, je voudrais répondre à ça. Une partie de la dette qui serait effacée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne. Ça veut dire que demain, le bilan de la Banque de France est négatif. Ça veut dire que la Banque de France doit être recapitalisée par l'État. Ça veut dire que l'État doit demander aux Français des impôts supplémentaires. Donc, l'annulation de la dette telle que certains expliquent qu'elle est possible, en réalité, elle ne résout absolument rien. Ça, et en réalité, elle va inciter aussi ceux qui nous prêtent aujourd'hui à dire « Attendez,
les Français, ils demandent l'annulation de la dette, mais pourquoi on leur prêterait de l'argent parce que demain, l'argent qu'on va leur prêter, ils vont dire aussi qu'ils veulent l'annuler. Donc, ils ne vont pas nous rembourser. Donc, on va nous-mêmes faire augmenter les taux d'intérêt. Et si on fait augmenter les taux d'intérêt sur la dette française, là, aujourd'hui, on emprunte à taux négatif à 10 ans. Mais demain, si on casse la confiance dans la signature de la France, vous le savez bien, vous, en tant que chef d'entreprise, s'il n'y a pas la confiance dans votre entreprise, eh bien, on vous prête à des taux plus importants. Si on nous prête à des taux plus importants, ça veut dire qu'on nous prête à un taux qui correspond à la vraie gestion de la France. Oui, mais on parle de tous les pays. Si c'était que la France, je serais d'accord avec vous. Mais moi, je pense que ça va être Ça veut dire qu'il faut avoir une pensée européenne Tout à fait. mondiale. Même mondiale. Face à la dette. C'est-à-dire que si on fait. efface Réagir une partie à ça, de la là. dette- si on- Oui. si on efface une partie de la dette en France ou en Europe, on va faire pareil aux États-Unis. En Chine, on n'en parle même pas puisqu'on n'a aucun chiffre réellement visible, etc. Donc, Jean Messia à Paris veut réagir également. Alors, non, mais Benjamin. je voudrais répondre juste sur la question. Juste, Jean Messia et Agnès Verdet-Molinet, je vous donne la parole après. Jean Messia. Vas-y. Oui, en fait, je suis assez d'accord avec l'analyse de Mme Verdier-Molinier sur l'endettement. Effectivement, on a aujourd'hui en France 120% de dette sur PIB. Alors, quand on dit que c'est partout pareil, c'est pas vrai, puisque l'Allemagne, par exemple, a vu également sa dette augmenter, mais elle n'est qu'à 70% de dette sur PIB, donc ses marges de manœuvre sont beaucoup plus importantes que les nôtres. En revanche, là où je suis pas d'accord avec vous, Madame, c'est que en tout cas, le règlement de la problématique de la dette ne passe pas par un plan comptable de désendettement. La solution au désendettement, enfin à la dette publique française, passe par l'économie. C'est-à-dire il faut absolument régler le différentiel de compétitivité entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire en passant par une réduction des charges qui pèsent sur le travail en France. Tant qu'on n'a pas compris que la dette trouve sa solution dans l'économie et non dans la comptabilité, on est condamné à ne faire que s'endetter comme on l'a fait sur les 40 dernières années. Faire des économies, c'est très bien. Dégraisser l'État, dégraisser les collectivités publiques territoriales, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui règle le problème, parce qu'en réalité, le problème, c'est un problème de recettes. C'est un problème que notre économie n'arrive pas à dégager une valeur ajoutée suffisante pour financer le déficit et pour financer la dette. Donc tant qu'on n'a pas compris ça, vous pouvez nous tenir tous les discours comptables du monde, ça ne réglera rien. Agnès Verdier-Molinier, une réponse sur ça et aussi ce que nous ont dit les grandes gueules ici à Tel Aviv, c'est-à-dire qu'il faut peut-être avoir une vision un petit peu plus globale et pas seulement franco-française. Je vous laisse nous répondre. Donc, Attendez, je voudrais il faut Benjamin, peut-être poser lire- une question à Madame Molinier. Attendez, laissez-la juste répondre parce qu'il y aura la pub après. Il faudrait Oui. lire un petit peu mon livre, parce que dans mon livre, j'explique qu'on ne peut pas dépenser toujours sans compter, avoir un niveau d'impôt toujours plus élevé. On est le pays qui dépense le plus, qui taxe le plus, et être compétitif dans nos entreprises. C'est pas possible. Parce que la compétitivité des entreprises, elle est le reflet de la gestion publique aussi. Pourquoi on taxe les entreprises? Pour financer sur le travail, par exemple, le chômage, les retraites, l'assurance maladie, les hôpitaux, etc., etc. Bon, donc le sujet, c'est évidemment baisser cette dépense publique qui est la plus forte au monde, pour ensuite permettre de baisser l'impôt sur nos entreprises, qui payent 100 milliards de plus d'impôts par rapport aux pays de la zone euro, pas par rapport à des pays très éloignés de nous, mais par rapport à la zone euro. C'est l'inverse qu'il faut faire, madame. 100 milliards de plus. C'est l'inverse qu'il faut faire. On paye 100 milliards de plus dans nos entreprises. Donc, j'ai bien expliqué le plan qu'il faut avoir, c'est-à-dire à la fois le plan sur la meilleure gestion publique et de l'autre côté pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. Par ailleurs, vous dites qu'il faut une vision internationale. En 30 secondes, Agnès. Non, mais les Allemands, ils vont avoir une dette à moins de 80% du PIB en sortie de crise. Non, on sera à plus de 120%. Donc dire que tous les pays sont dans le même niveau d'endettement, c'est complètement mais il n'y a pas que l'Allemagne en Europe. il y a la Roumanie, chacun va face à ses choix. Pardonnez-moi, il faut que je lance la pub. Benjamin, Il faut qu'on lance la pub. Pardonnez-moi, Georges-Marc. Je sais que vous allez être frustré. Merci beaucoup. Merci Agnès Verdet-Molinet d'avoir été avec nous. Le débat était intéressant. J'ai rappelé la sortie de votre ouvrage. La France peut-elle tenir encore longtemps? C'est paru chez Albin Michel. Dans quelques instants, notre second débat des Grandes Gueules Moyen-Orient. Et Georges-Marc Benamou, je vous donnais bien entendu la parole en ouverture de ces débats. On va parler notamment de la loi sur le séparatisme. Ça y est, votée à l'Assemblée nationale. C'était cet après-midi. Mais a-t-elle rempli toutes ses missions? À tout de suite.
Et oui, on n'a pas le temps de tout dire, mais les débats avancent très vite, comme tous les soirs dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Avec Noémie Aliouane, nous accueillons ce soir Stéphane Blajman, fondateur et directeur de l'Occitane en Israël, Jonathan Simon-Selem, conseiller en stratégie politique, et à Paris, Georges-Marc Benamou, écrivain et producteur, ainsi que Jean Messia, président de l'Institut Apollon, et place maintenant au débat des GGMO. Alors, il y a le premier front qui est la guerre menée contre le Covid, on en a parlé ensemble juste avant la pause. L'autre front, notamment en France, c'est la guerre contre les séparatismes. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui la fameuse loi sur les principes républicains, puisque c'est son nom adopté en première lecture, 347 voix contre 151, 65 abstentions. Sont donc adoptées ces mesures, je vous les rappelle parce qu'on parle beaucoup de cette loi sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Neutralité du service public, lutte contre la haine en ligne, c'était très important, encadrement de l'instruction en famille, contrôle renforcé des associations, meilleure transparence des cultures et de leur financement, des cultes, ou de leur financement, pardonnez-moi, ou encore la lutte contre les certificats de virginité. On va commencer par nos grandes gueules à Paris. Georges-Marc Benamou, vous dites quoi après ces 2 semaines de débats qui ont eu lieu à la fois dans l'Assemblée et hors de l'Assemblée? C'est mieux que rien, ça sert à quelque chose? Je me suis posé la question en venant ici. Je pense que bon an mal an, si j'avais été député, j'aurais voté l'essentiel des mesures. Après, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évident qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant, de pas achevé dans cette loi. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et au fond, ce qui est gênant, et ça m'a fait penser à cette phrase de Camus, c'est ce flottement sémantique qui dit bien un certain embarras. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette histoire de séparatisme? J'ai pas bien compris d'ailleurs. Petite parenthèse, pendant la guerre d'Algérie, on parlait des gens du FLN comme des séparatistes. Ensuite, on a parlé de manière un peu hypocrite de réaffirmation des principes républicains. Moi, j'ai ce sentiment que Camus a raison quand il disait mal nommer les choses, c'est ajouter au désordre du monde. Donc, au fond, il reste une frustration car on n'a pas nommé. Alors, bien sûr, se posent des problèmes juridiques, constitutionnels, etc. Cette maladie, cette perversion, cet ennemi qu'est l'islam politique. Du coup, on a une impression d'une sorte de, je mets des guillemets, de rafle qui touche un peu toutes les religions, si l'on en croit certains gens du clergé catholique ou le grand rabbin Corsia. On voit des mesures hypocrites où finalement on est dans l'incurie par rapport à l'enseignement à domicile dont on sait aujourd'hui qu'il va être contourné. C'est fait. Le gouvernement a reculé là-dessus. On voit que l'aile gauche et l'aile islamo-gauchiste de la majorité, car il y en a obtenu gain de cause sur un certain nombre de choses. Donc, bref, une sorte de sentiment d'amertume. Je pense que la laïcité, c'est un magnifique combat. Il n'y a pas d'adjectif et qu'il faut y ajouter sa dimension d'inclusion, de générosité, de contenu. Donc, une loi, c'est bien. Il faut y donner du contenu. Il faut aussi penser à quoi, qu'est-ce qu'on veut faire aimer, comment on veut faire aimer. Et la France et la République, c'est pas simplement avec de la répression, évidemment. Alors justement, il y a cette loi, vous dites il y a les mots, mais il y a aussi les actes et les gestes. Jean Messia, vos ex-amis du Rassemblement national n'ont pas voté contre. Ils se sont abstenus. C'est un détail et non des moindres. Ça veut dire que finalement, peut-être que cette loi remplit un peu son office. Au-delà de l'oubli des mots, en effet, mais on en a largement parlé sur cette antenne, que son islamisme radical. Alors, est-ce que lui, il aurait voté déjà? C'est ça aussi qui est important. Je ne sais pas je ne sais pas quelles sont les motivations du Rassemblement national à s'abstenir. Moi, je crois que la loi n'est pas inutile, assurément pas, mais trop peu, trop tard. Et d'ailleurs, on a refusé, là je rejoins ce que disait M. Benamou il y a un instant, on a refusé de nommer le mal. Alors on nous dit... Jonathan Simon-Selem demande qu'est-ce que vous auriez voté, vous ? Une religion. Non, moi j'aurais voté pour, parce que tout ce qui, même une goutte d'eau dans la bonne direction, c'est toujours ça de prix. Donc j'aurais voté pour. Ça répond pas à tout, mais c'est pas grave. Moi, si vous voulez, j'ai une question à poser. On nous dit une loi ne peut pas viser une religion particulière, c'est contraire aux principes constitutionnels. Je l'entends, mais d'un autre côté, le même gouvernement nous affirme que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. Donc, soit l'islamisme a quelque chose à voir avec l'islam, et c'est une forme d'islam exacerbé, et dans ce cas-là, la loi acte l'idée
que l'islamisme et l'islam sont consubstantiels d'une certaine façon, soit effectivement on admet l'idée, ce que le gouvernement ne cesse de nous seriner depuis maintenant 3 ans, que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam et qu'il ne faut pas stigmatiser, etc. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas nommer l'islamisme dans le projet de loi? Puisque si l'islamisme n'est pas une religion, pourquoi ne pas le nommer? On en boucle alors depuis la création de ce texte, en réalité, le problème dont souffre la France, c'est pas le séparatisme. Le problème dont souffre la France, c'est une noyade migratoire, une invasion migratoire, je dirais, arabo-afro-islamique qui entretient le sécessionnisme et le suprémacisme. Parce que les... Attendez, laissez réagir à Paris, je vous donne la parole. Revenons à cette loi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que on est tous d'accord à Paris comme à Tel Aviv, je crois, sur le fait qu'il était important de voter cette loi, même si on est très loin d'une loi qui respecterait, qui nous permettrait de respecter certains engagements républicains. Il est clair et la France a très peur. C'est une loi petit bras. C'est-à-dire que la France dit est-ce que c'est un flop? Est-ce qu'on peut dire que c'est un flop? Ce sera un flop. Ça va être un flop si on ne fait rien avec cette loi. C'est-à-dire que si tout ce qui a été mis dans cette loi, il n'y a rien qui se passe. Là, ce sera un vrai flop. C'est important de la voter. Il faut d'abord voir quelles seront les conséquences de cette loi. Effectivement, elle n'est pas parfaite, mais c'est déjà un premier pas. C'est une première chose. Alors, donnons-lui le temps un petit peu avant déjà de dire que c'est un flop. Non, honnêtement, ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'il y a tout un débat dessus. Il y a des heures et des dizaines d'heures de réunions de parlementaires qui parlent de ça, qui cherchent à définir, à résoudre le problème. On sait que le problème en France, aujourd'hui, un des principaux problèmes, c'est l'islamisme. Et pas l'islam. Non, on est là, ok, on parle d'islamisme, d'accord et ils nous sortent une loi à demi-mot sur le séparatisme, et on fait pas ci, on fait pas ça, et on peut faire l'école à la maison, mais on peut pas la faire. À un moment, soyez sérieux. Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Jean Messia. Mais alors regardez ce qui s'est passé. Au même moment, Gérald Darmanin a une autre cible. Ça s'est passé ce week-end. Le groupuscule Génération Identitaire. Et là, c'est intéressant à le mettre en parallèle avec le vote de la loi aujourd'hui, puisque sa dissolution est officiellement enclenchée depuis ce week-end. On va peut-être d'abord rappeler, Noémie, qui est ce groupuscule Génération Identitaire. Bien justement, il a été mis en lumière ces derniers jours, vous en avez parlé, lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé engager une procédure pour obtenir sa dissolution. Voilà ce qu'il écrit sur Twitter. La procédure de dissolution est enclenchée. Cette organisation a désormais 10 jours pour répondre aux contradictoires. Ce groupe, donc, il a été fondé en 2012. Il s'identifie comme un mouvement politique identitaire. Certains le qualifient d'extrême droite et il s'est fait repérer à diverses occasions lors d'opérations coup de poing, un peu comme le font les écologistes à l'extrême gauche ou les féministes. En juin dernier, lors d'une manifestation contre les violences policières et le racisme organisé à la place de la République à Paris, ils avaient déployé une immense banderole sur les toits dénonçant le racisme anti-blanc. Ils sont aussi connus pour l'origine de plusieurs, ils sont à l'origine de plusieurs actions anti-migrants menées aux frontières, notamment le 26 janvier dernier. Une trentaine de militants de Génération Identitaire s'étaient déployés entre la commune de Luchon en Haute-Garonne et la frontière espagnole. Selon eux, il s'agissait de surveiller la frontière afin d'empêcher d'éventuels migrants de la franchir illégalement. Suite à cette action, une enquête avait été ouverte pour provocation publique à la haine raciale. Et pour le ministre de l'Intérieur, manifestement, c'en était trop. Jean Messia, justement, quand on voit cette histoire et cet exemple et ce focus porté sur Génération Identitaire, est-ce à dire que ce groupuscule est aussi dangereux, voire plus dangereux que la menace islamiste ? Bah non, c'est une forfaiture de faire une telle comparaison, parce que d'un côté, vous avez une idéologie, si vous voulez, qui égorge, qui tue, qui poignarde, qui rafale, et de l'autre, vous avez une organisation qui lutte contre une immigration qui alimente l'idéologie que je viens de dire. Oui, ça n'empêche pas les attentats. Et oui, mais ils sont interdits. Donc vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Oui, mais Génération Identitaire ne commet pas d'attentats. Oui, mais non, mais interdit. Il vient de faire. Vous devez parler de deux choses. Une chose est interdite en France. Donc on ne peut pas comparer les deux. Jean Messia. Mais attendez, le salafisme n'est pas interdit en France, monsieur. Les frères musulmans ne sont pas interdits en France. C'est même la principale organisation interlocutrice du gouvernement. Donc ils ne sont pas interdits. C'est pas ce que vous venez de dire. Ne racontez pas de bêtises. Jean-Marc Benamou.
Mais si, moi je crois que le problème qui est posé, je termine juste mon propos, le problème qui est posé par Génération Identitaire, c'est qu'effectivement, ce sont des identitaires blancs. Parce qu'en réalité, la République admet la défense de toutes les identités jusqu'à les plus exacerbées, comme la Ligue de défense noire africaine, qui eux sont de véritables suprémacistes noirs que personne ne songe à interdire. Moi, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est le piège des extrémistes. Et le gouvernement, heureusement, a demandé la dissolution de Baraka City et du CCIF, même si le CCIF est en train de ruser et de se refonder en Belgique. Et de la même manière, dans un regard, une volonté camusienne, il faut lutter contre tous les extrémistes. Alors je ne sais pas s'ils sont plus ou moins dangereux que des salafistes, mais je sais aussi que dans des villes qui me sont chères, on distribue de la soupe aux porcs pour discriminer ces générations identitaires, pour discriminer les Français et les musulmans. J'appelle pas ça une lutte fraternelle. Alors je peux imaginer que le combat anti-islamiste ne se limite pas à ce combat suprémaciste blanc. Et ça ne se limite pas à génération identitaire non plus. Il y a un dossier administratif, la France est un État de droit, les conditions sont-elles réunies, on verra bien. Je pense que les actions pour lesquelles... Attendez, Jean-Marc. Et généreuse, humaniste, antiraciste. Benjamin, oui. Juste un mot, je voudrais dire que Génération Identitaire n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit. Ils ont été condamnés une fois en première instance et relaxés par la Cour d'appel. Donc c'est un acharnement pour vous ? Ils ont jamais été condamnés à la moindre incitation à la haine. Et quand ils occupent par exemple une mosquée en construction et que pour ça ils sont poursuivis, alors que la France insoumise, Éric Coquerel, a envahi la basilique Saint-Denis avec des centaines de migrants en interrompant des cultes, etc., et que personne n'a songé à le poursuivre, vous voyez bien qu'il y a deux poids, deux mesures, parce que l'idéologie qui gouverne la France est une idéologie antinationale qui veut écraser toute forme d'anticorps identitaire susceptible de la protéger. Elle s'arrête où cette... Qu'à la frontière, que dans les Pyrénées, ils se sont pris pour des supplétifs de la police ou de la gendarmerie. Mais en fait, c'est exactement ça. Attendez, Je voudrais mettre le point. Elle va jusqu'où cette haine ? Je voudrais mettre exactement sur ce dont parle Jean-Marc Benamou. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, à mon avis, le gouvernement interdit cette organisation, c'est parce que cette organisation met le doigt là où la France ne respecte pas ses propres lois. Et quand cette organisation Génération Identitaire va dans les montagnes faire cette sorte de frontière humaine, etc., c'est pour montrer que la France ne met pas en œuvre ses propres lois visant... Voilà, vous avez compris le truc. Après, est-ce que la France a peur de ces groupuscules ? Regardez ce qui se passe chez nos voisins espagnols. Évidemment. Je vous donne la parole à tous dans un instant. Regardez cette image. Ça s'est passé il y a quelques jours à Madrid. 300 néo-nazis réunis faisant le salut hitlérien. Au micro, certains ont dénoncé une Europe, je cite, affaiblie par l'ennemi juif. Ça veut dire que cette menace d'extrême droite-là est un groupuscule raciste aussi important antisémite aussi. On le sait très bien. Mais ça, c'est pas Génération Identitaire. Oui, mais pas Génération Identitaire ne fait pas raciste. Mais ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un groupe d'extrêmistes. C'est très bien. Donc de toute façon, aujourd'hui, ils ne le font pas ouvertement parce qu'en France, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est un groupe raciste, antisémite. D'ailleurs, quand je regarde leurs représentants, j'ai l'impression de voir la troisième Le Pen. Mais Génération Identitaire n'a pas été blonde, condamnée les yeux par bleus, racisme, elle a un etc. discours très policé, mais en fait, elle est très dangereuse dans ce qu'elle dit. Georges-Marc Benamou, quand on voit cette image... Non, mais ce qui est très... Ouais, moi, écoutez, moi je pense que l'extrême droite, et M. Messia n'est pas plutôt associé à une droite autoritaire, disons, et c'est pas de même nature, elle a toujours le même visage et les mêmes combats. Alors ça peut être prioritairement les migrants, les Noirs, les Africains, mais que, comme disait Frantz Fanon, il faut tendre l'oreille, que le juif est pas loin. Donc ceux qui se font des illusions, y compris dans la communauté juive française, et hélas il y en a de plus en plus, qu'on peut pas impunément avec l'extrême droite, ont la mémoire. Non, mais attendez, mais il n'y a pas d'abord, il n'y a pas d'extrême droite en France. Enfin, quel parti en France milite pour l'antiparlementarisme ou le militarisme ou la théocratie? Et cette image de néo-nazi à Madrid, ça va jamais arriver à Paris? Il en reste pas. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous comparez là? Vous comparez un groupuscule néo-nazi. Et ceux qui défilaient à Paris en criant les juifs dehors, il y a 2 ans de ça. Mais on compare pas, mais ça se passe en ce moment en Espagne, c'est pas si loin. Ça a été créé. Juste pour rappeler justement... Non, mais attendez, il y avait l'extrême droite aussi. Les juifs ils étaient dehors, tous rassemblés ensemble. Les juifs dehors, ça a été créé. Ça a été crié par l'extrême gauche et l'extrême droite aussi. Les deux étaient là. Génération Identitaire a déployé la banderole. Voilà, non, pas du tout. Et je vais vous poser une question pour le coup. Si jamais vous aviez une
Si jamais vous aviez une invasion de Palestiniens ou de migrants en Israël, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez construit le mur. Pourquoi la défense c'est de pour l'identité éviter les israélienne attentats. est quelque chose de sacré et vous applaudissez toutes. Ben justement, Mais là, moi, c'est pareil, j'applaudis et pas. vous applaudissez Non, on n'applaudit pas toutes tous. les formes de défense On n'est de pas tous l'identité des fans juive, de Benjamin l'identité Netanyahou. israélienne, et vous criminalisez la défense de l'identité quand c'est Mais pas du l'identité tout. française. Mais Vous êtes marrant, vous. D'abord, vous ne connaissez pas mes opinions. Aussi qu'il y a des groupes d'extrême droite en Israël et qui Stéphane sont Blachman. réprimés. Voilà. Oui, et nous Justement, sommes, et je donc, suis- ces groupes-là, vous les applaudissez en Mais Israël. pas du et vous les tout, mais criminalisez pas en du tout. France. Bah, il y a J'applaudis des pas partis- les groupes le d'extrême parti droite en Kahana qui Israël. est Vous interdit. savez qu'il y a une gauche qui existe aussi en Israël, et il y a des Si, gens si, aussi si, qui si, sont si. pour la démocratie. Vous savez, il faut pas Mais vous elle tromper. représente plus On est- personne. La gauche qui Mais c'est survit. tout à fait faux. Vous avez tort. Vous Non, avez non. tort. Oh, la gauche survit. Mais là n'est pas le débat. Mais Pour le coup. la gauche, quelle gauche israélienne? Attendez, c'est la gauche israélienne, c'est un croupion. Netanyahou, ça fait 1000 ans qu'il est au pouvoir. Mais oui, La on gauche va en peut-être. Israël. Mais d'abord, la On a gauche un digne existe. représentant sur Les ce plateau, tout de principes de même, la c'est gauche Stéphane existent. Blachman. Les gens qui se battent pour la démocratie en Israël existent aussi. Vous savez, il n'y a que 25% des gens mais à droite en aussi, on se bat Israël pour qui la ont voté démocratie. pour Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas Mais si vous le arrêtez, savez. mais attendez, mais Ce n'est que Mais 25%. bon, si vous mais croyez il que sera Netanyahou, il n'est réélu, pas encore une démocrate. fois. Si je peux- Sera réélu. Georges-Marc Benamou et on va clore cette page. Je crois me souvenir que la démocratie israélienne, même sous Netanyahou, si je m'en réfère à certains faits divers et en particulier une série télé adaptée de faits réels, quand des juifs religieux d'extrême droite ont tué ou torturé des Palestiniens, ils ont été en justice. Tout à et la fait. Cour suprême israélienne, À la juste titre. démocratie C'est le cas en France israélienne, aussi. a À fait juste son titre. travail. C'est la série Sauf que Our c'est ce que n'a Boys. pas- c'est ce que n'a pas fait Génération Identitaire, jamais de la vie. Bien. Voilà, Génération Identitaire ne s'est jamais rendu coupable de ça. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur un rassemblement qui a eu lieu dimanche en hommage à Ilan Halimi, rassemblement polémique organisé dans le 12e à Paris. Alors, si vous étiez avec nous hier, vous vous souvenez que nous avons parlé de ce rassemblement organisé dans le 12e à Paris avec le soutien du comité Adama Traoré, du NPA, du MRAP, le nom d'Ilan Halimi a été évoqué, mais il était mis en parallèle avec des victimes de violences policières, comme si tout cela relevait d'une même lutte. Si vous étiez avec nous, vous vous en souvenez également, nous avons tenté de dialoguer avec l'un des organisateurs. L'échange s'est avéré impossible, Noémie, on s'en souvient tous ici sur ce plateau. Et pour nous prouver que ce rassemblement était consensuel et non politisé, l'organisateur nous a expliqué que le fils de Mireille Knoll était présent dimanche. Je vous rappelle que Mireille Knoll, c'est cette rescapée de la Shoah, assassinée de 11 coups de couteau le 23 mars 2018 à Paris. Cela nous a fait tiquer. Ni une ni deux, j'ai appelé le fils de Mireille Knoll et je lui ai demandé s'il était bien présent lors de cette manifestation et pourquoi. Et vous allez voir que sa version est un petit peu différente. Bonsoir Alan Knoll. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Racontez-moi comment vous vous êtes retrouvé dans ce rassemblement en hommage à Ilan Halimi, qui n'était, je le précise, pas le rassemblement annuel qui a lieu d'habitude au boulevard Voltaire. Tout à fait. Alors, j'ai été victime, en quelque sorte, d'une récupération honteuse d'un drame inadmissible. Chaque année, je vais assister en hommage à Ilan Halimi aux manifestations ou aux commémorations qui sont prévues soit par les organisations du consistoire, soit par les autorités françaises. L'année dernière, c'était à la primature, c'est-à-dire le Premier ministre qui nous avait reçus pour la deuxième année consécutive à l'hôtel Matignon. Cette année, les choses se sont faites différemment du fait du Covid. Et donc, si vous voulez, j'ai entendu dimanche matin sur RTL un journaliste nous répéter chaque heure que à 14h, dimanche, il y aurait un hommage qui serait rendu à Ilan Halimi et à sa mémoire, à sa disparition terrible. Et si vous voulez, j'ai été ému de cela. Et j'ai voulu donc m'y vous rendre. êtes rendu sur place sans savoir qui étaient les organisateurs en fait. Absolument pas. Le journaliste devait certainement être un militant engagé d'extrême gauche qui a sournoisement distillé une information tronquée. Donc vous êtes allé sur place, Bah vous avez entendu ce rassemblement,
Vous avez entendu les noms des victimes juives citées, mais également d'autres victimes qui n'avaient rien à voir avec l'antisémitisme, et notamment le nom d'Adama Traoré. Tout à fait. Est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous contestez cette mise en parallèle de toutes ces victimes? Absolument pas. Quand je suis arrivé, il y avait des panneaux au pied de la tribune avec les photos de toutes les victimes, Sarah Halimi, les victimes de Kacher, du Kacher, et Hyper Cacher, et celle de ma mère. Donc, quand j'ai vu la photo de ma mère, ça m'a ému. Donc, j'ai dit que j'étais le fils de Mireille Knoll et que je leur demandais de pouvoir tenir la photo de ma mère lors de la commémoration. Et à quel moment vous avez tiqué alors? Alors, d'abord, il y a eu un long moment où il y a eu cet hommage rendu aux victimes de l'Hyper-Cacher des agressions contre les Juifs, des actes antisémites. Et puis ensuite, il y a eu un glissement vers la haine de la police au travers des crimes qui ont été commis ou des assassinats qui ont été commis, soi-disant volontairement par la police, à l'encontre de membres de mouvements d'extrême gauche ou identitaires, comme le crime contre Adama Traoré. Adama Traoré. Et c'est à ce moment-là que j'ai posé la plaque de ma mère, que je l'ai bien enfoncée dans le sol, et que dès que j'ai pu discrètement m'échapper, j'ai fait signe à mon épouse et nous sommes partis en refusant à une journaliste de Europe 1 toute interview. Donc, vous avez quitté cette manifestation quand vous avez compris de quoi il s'agissait. Vous savez que les organisateurs, je vous invitais ce soir et je vous remercie Alain Knoll d'être avec nous, parce que les organisateurs utilisent désormais votre nom pour cautionner le caractère consensuel de leur événement. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Écoutez, je ne suis pas étonné, bon, j'en suis victime, mais je ne suis pas étonné. La propagande dont ils sont capables depuis des générations fait d'eux des gens doués dans ce genre de détournement des vérités. Et bon, je ne peux pas accepter que mon nom soit cité dans des manifestations de groupes d'extrême gauche qui sont pour moi qui sont des antisémites et qui sont nazis, dans le sens où ils veulent la destruction du juif et de l'État d'Israël. Je vous remercie Alain Knoll pour votre témoignage et aussi une mise au point très claire et très ferme sur notre antenne, puisque vous dites clairement que vous avez été en quelque sorte utilisé ou récupéré. Je peux utiliser cette expression. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai vu d'autres personnes. Je peux réagir? Oui, un instant. Allez-y, Alain Knoll. J'ai vu d'autres personnes qui m'ont téléphoné en me disant « Mais qu'est-ce que tu faisais là ?» Et je lui ai dit « Et toi, qu'est-ce que tu faisais là ?» Et bien, il m'a dit « J'ai écouté la même radio que toi. » Merci beaucoup, Alain Knoll, pour votre témoignage. On est tombé dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège. Un piège donc d'une manifestation présentée comme consensuelle. Finalement, elle était, je vous le rappelle, à l'initiative de certaines organisations militantes d'extrême gauche. Un tour de table très rapide en réaction, comme il nous reste 2 minutes, par rapport à cet événement. C'est un scandale. C'est un scandale. On est tous scandalisés par ça. L'extrême gauche aujourd'hui ne recule devant rien. Son antisémitisme sointe et son antisionisme est ouvertement dit. Et c'est franchement honteux d'arriver à des extrémités pareilles. Ouais, non, c'est assez honteux. D'ailleurs, on voit qui soutient ça. Donc, on a parlé d'Adama Traoré, enfin sa famille, du nouveau parti antisémite, nouveau parti anticapitaliste. Mais c'est pareil, en fin de compte. Lapsus révélateur. Ouais, exactement, mais c'est exactement la même chose. Ça me fait penser un peu à Clémentine Autain, qui publie une fois de temps en temps une commémoration pour un juif et qui derrière tape sur tout ce qui est juif ou sioniste ou israélien. Donc, à un moment donné, faut pas prendre tout ça très au sérieux. Et j'ai extrêmement mal au cœur pour le fils de Madame Knoll,
parce que c'est une vraie trahison, quoi. Vraiment, c'est extrêmement difficile et c'est bouleversant. Vous parlez du mot trahison. Nos grandes gueules à Paris, Georges-Marc Benamou, vous qui êtes notamment ceux de l'époque SOS Racisme, comment vous la voyez cette gauche-là aujourd'hui ? Moi, je crois qu'il y a une machine infernale qui est un nouveau négationnisme qui est en train de se mettre en place à l'extrême gauche. C'est pas la première fois qu'il y a des tentatives, que ce soit Madame Mouria Boudjeda qui pense qu'elle a des amis juifs en écrivant des livres antisémites, cette fantomatique association Union des Juifs pour la paix, je crois, qui se revendique de la communauté juive et qui doit compter 3 membres, etc. Donc il y a une véritable tentative de réécriture de l'histoire, de nouveau négationnisme. On fait un amalgame, on met du Traoré, on met de l'Halimi, on met pour mieux nier cela. Mais et il y a une offensive tout à fait sérieuse et tout à fait malsaine qui va faire vous parlez du mot amalgame. Attention sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'antisémitisme, Jean Messia en 30 secondes. La résurgence de l'antisémitisme. La résurgence de l'antisémitisme en France, il est dû à tous ceux que j'ai entendus encourager sur ce plateau, c'est-à-dire les victimes d'antisémitisme, effectivement, et les auteurs d'actes antisémites. C'est pas des grands germaniques blonds avec des croix gammées tatouées sur la tête. Ce sont des Mohamed Merah, des Youssouf Fofana, toute cette immigration qui nous apporte en fait en France des haines d'un autre âge qui était déjà révolu. Voilà, l'antisémitisme d'extrême droite, il était epsilonesque et il ressuscite à la faveur de l'invasion migratoire islamique qui frappe la France depuis plusieurs années. Merci à tous d'avoir été avec nous dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Merci Alan Knoll, je ne sais pas encore si vous êtes en ligne avec nous. Merci. Et je rappelle d'ailleurs que le 21 mars à 11h30, une allée Mireille Knoll sera inaugurée à Paris. Ce sera au niveau du boulevard Ménilmontant. Nos caméras évidemment seront là à vos côtés. Merci à tous. Noémie, à demain. Pour les Grandes Gueules Moyen-Orient. Bonne soirée à tous.